Bonjour Suzanne Lavigne. Bonjour Nathalie Anne Croft. Ça va? Oui, ça va bien et toi? Oui, ça va très bien, merci. Alors, Alors, ça va bien dans ta cabane au Canada? oui, toujours, toujours, toujours. Oh, c'est l'automne, belle saison. Alors, je vous parle de Montréal et Suzanne de la campagne. Alors, bienvenue à notre première capsule vidéo de la relève en direct. Alors, Suzanne, si tu veux bien nous présenter ton entreprise. En fait, moi, je travaille en gestion de relève. Mon entreprise s'appelle Génération Plus, donc de transfert d'une entreprise d'une génération à la suivante. Et ça fait certainement une trentaine d'années que je fais presque exclusivement des mandats de relève dans l'entreprise. Donc, mon expérience est là-dedans. Et pour tout dire, ma formation est plus dans l'administration que dans la psychologie, mais je vais m'occuper de tous les aspects d'un transfert d'entreprise. Et toi, Nathalie, d'où viens-tu? Alors, dans cette vie-ci, hein, parce que souvent on a plusieurs vies, alors mon entreprise s'appelle les Alchimistes World et nous sommes des détecteurs de talent, tant pour l'entreprise, pour la relève, que pour les entreprises en général. Alors voilà quelle est mon activité actuellement. Donc, mais j'ai pratiqué comme tu le sais, Suzanne, je viens de l'entreprise familiale. Oui, Tout à fait. Alors, j'ai grandi dans une entreprise familiale manufacturière et dans le commerce de détail. Et au Québec, les familles en affaires ont l'habitude d'intégrer leurs enfants dans l'entreprise. Alors, je suis issue de ces chefs-là où on a travaillé assez jeune. Ensuite, j'ai fait des études à HEC Montréal. Et après mes études que j'ai terminé en 1988. Je suis retournée dans ma région. Je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je viens de Chicoutimi. Donc, j'ai œuvré à peu près 14 ans dans l'entreprise, dont 9 ans où j'ai été directrice générale. Et en 2001, on a fait une stratégie de fermeture. Et c'est par la suite que j'ai débuté à faire du service conseil en relève d'entreprise familiale. OK. Alors, dans ton cas, toi aussi, Suzanne, Oui, tu ben nous, c'est directement dans la familiale. famille. Oui, dans notre famille, mon conjoint a pris la relève de son père, qui avait fondé un bureau et qui avait travaillé dès le début en relève d'entreprise. Et notre fils prend la relève. Alors, on est à la troisième génération. Alors, on vit au quotidien ce que vivent les entrepreneurs avec une nouvelle génération, le transfert de la culture, etc. Alors, c'est de ça qu'on va vous parler dans nos capsules, un peu du vécu et aussi de notre expérience dans les familles en affaires et dans les transferts d'entreprise qui ne sont pas nécessairement issus de familles en affaires. Alors, avec ces capsules-là, Suzanne, on a des objectifs. Oui, bien, le premier objectif, c'est ce qu'on voudrait faire, c'est de vous transmettre un peu de l'expérience qu'on a, de vous présenter des modèles et de gérer des principes pour faciliter le transfert de l'entreprise. C'est important de pouvoir le faire parce qu'il y a énormément d'entreprises qui vont passer d'une génération à l'autre. Avec les baby boomers qui s'en vont, tu sais, leur moyenne d'âge, dans le moment, ils ont 60 quelques années. Alors, c'est certain qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont passer à la génération suivante. Il faut les accompagner. Je pense d'ailleurs, à travers notre pratique, Suzanne, on a vraiment constaté qu'il y a environ 90 des entreprises qui n'auront jamais le moyen de se payer des services professionnels. Donc, on a voulu justement démocratiser, le transférer, aider les gens à passer à l'action, puis favoriser la communication. Alors, on vous a concocté des capsules qui vont durer, hein, le format, on s'est dit entre 15 et 30 minutes, ça va dépendre de de la passion dans laquelle on va mettre nos intentions. Et puis, on a pensé aussi inviter des chefs d'entreprise, mais aussi des professionnels pour nous accompagner justement à rendre ça beaucoup plus dynamique et puis rendre nos conversations plus agréables. Parce que c'est sous forme de conversation, hein, Suzanne, Oui, ça va être. qu'on veut partager avec vous. Et puis, on s'adresse à toute la francophonie, finalement. Parce Oui, que cette effectivement. thématique-là, Il y a des elle choses est. qu'on vit ici au Québec qui sont un peu différentes d'ailleurs. Toi, tu vas pouvoir parler de ton expérience intéressante que tu vis au Maroc en particulier. Alors, ce qui va faire qu'il y a des moments donnés où est-ce que si vous voulez nous écrire ou nous envoyer des commentaires ou nous poser des questions ou nous faire des suggestions, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Puis ça va aussi nous faire plaisir de peut-être en faire un sujet d'une capsule éventuellement. Tout à fait. Alors, on veut que ce soit interactif le plus possible. Alors, pour introduire, je trouve ça intéressant
En mai 2019, Louise Cadieux et Marc Duhamel de l'Université de Trois-Rivières ont produit une recherche très intéressante avec des données de Statistique Canada de 2017. Savais-tu, Suzanne, que le tiers des entreprises au Québec et le quart au Canada sont déjà des entreprises qui ont été transférées? Ce qui veut dire qu'au Québec, on aurait 52 000 entreprises qui sont déjà passées d'une génération à l'autre. Je trouve ça intéressant parce que ça nous démontre qu'au Québec, on a déjà une expertise qui, à mon avis, date au moins de plus d'une vingtaine d'années. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Oui, c'est ça, parce que ça fait longtemps qu'il y a beaucoup d'entreprises familiales au Québec, même que le tissu social et les emplois sont fondés sur ces entreprises-là. Alors, c'est important qu'on puisse le transférer d'une génération à l'autre pour pas avoir à rebâtir à chaque fois du patrimoine. Fait que pour nous, c'est essentiel et c'est le gage de succès quand on fait une bonne transmission d'entreprise. Alors maintenant, Suzanne, tu as un super beau modèle, je trouve, qui nous montre la répartition. Parce que quand on fait une activité, un exercice de transmission, de relève d'entreprise, peu importe la terminologie, il y a des activités qu'on doit faire dans différents secteurs. Et j'aimerais ça qu'on puisse montrer aux gens, c'est quoi les grands groupes d'activités qu'on doit couvrir dans un mandat de relève. Alors, regarde, je vais profiter, je vais partager l'écran. On va rentrer dans un modèle. Tout de suite, ça ne sera pas très long. Alors, je partage l'écran. Voilà. Alors, le premier de nos modèles, ça va être le modèle que j'appelle la roue des efforts, la répartition des efforts. Là, ce que je vais faire, Nathalie, je vais le présenter rapidement. Je vais l'enlever de l'écran pour qu'on puisse continuer notre conversation, mais gardez à l'esprit que c'est le modèle qu'on va utiliser. Ce modèle-là présente les 4 grandes activités qu'on doit faire dans un transfert d'entreprise. Les aspects humains, qui sont 50% des efforts, vous pouvez le constater à la lecture. Vous avez les aspects organisationnels, qui sont à peu près 25% des efforts. Vous avez les aspects financiers, une vingtaine % des efforts, mais c'est souvent celui par lequel les gens sont introduits à la relève parce que leur comptable va leur parler d'aller récupérer leur billes. Et on va en reparler tout à l'heure, mais c'est 20%, mais c'est un 50% des échecs. L'autre 50%, c'est les aspects humains. Puis on a un petit 5% ce sont les aspects légaux et fiscaux qui sont cruciaux dans un transfert d'entreprise. On va y revenir tout à l'heure. J'enlève le modèle, Nathalie, puis on va pouvoir... Oui. J'aimerais qu'on commence sur les aspects humains. Alors, voilà. Dans les aspects humains, Nathalie, ce que j'aimerais, je vais commencer, puis après ça, tu vas pouvoir compléter. Dans les aspects humains, c'est qu'on a 2 générations, automatiquement. Alors, des fois, on est rendu à la 3e génération, mais tu sais qu'au Québec, 67% des entreprises ne sont pas passées de la première à la 2e et 90% ne passent pas de la 2e à la 3e. Alors, dans le moment, on en a quelques-unes. J'ai quelques-uns de mes clients qu'on est rendus à la 3e génération, mais c'est plutôt rare. Mais on est quand même en présence de 2 générations. Si on parle de 2 générations, on a le premier qui est, on dit le cédant, alors les fondateurs, puis on a la génération de la relève. 50% des efforts du côté humain, c'est d'accompagner les 2 générations, de faire en sorte que les 2 générations puissent gérer leurs attentes, comment ils vont s'y prendre, qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est important pour ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Bien, je dirais, j'aimerais préciser, parce que pour avoir été une relève et d'en avoir fait plusieurs, c'est que parfois, passer, puis dédramatiser surtout, des fois, on ne passe pas de la 2e à la 3e génération. Ça peut être en raison du modèle d'affaires, mais aussi de l'industrie. Le tissu économique d'un pays peut changer. Alors, il y a des industries qui vont péricliter. Des fois, ce n'est pas nécessairement une question de relève. Ça peut être une question qui est contextuelle. Mais effectivement, dans un dossier de relève, on a 2 générations et c'est un facteur très important. Oui. Puis en fait, ce qui est important, c'est qu'on doit voir, on va l'aborder dans la prochaine capsule, comment on envisage la relève. Ça va dépendre souvent de la vision du propriétaire actuel, s'il veut
transférés à l'interne. Puis là, à ce moment-là, on se met dans un autre état d'esprit que si on veut vendre à l'externe. La minute où les personnes n'ont pas de relève à l'interne, ils vont chercher à vendre à l'externe. Et là, c'est une autre dynamique. Il faut rendre l'entreprise belle. Mais la relève, quand on travaille avec deux générations, on est confronté à toutes sortes d'attentes entre, tu sais, l'attente. Souvent, dans la première génération, le travail et le nombre d'heures étaient primordial. Les entrepreneurs étaient là 70 heures semaine. Les jeunes ne sont pas dans cette dynamique-là, mais ils vont être là quand même 70 heures semaine parce que sur les réseaux sociaux, sur leur téléphone, ils vont être là aussi longtemps que la première génération. Alors, il y a des préoccupations un peu différentes et les aspects humains, on travaille là-dessus. On travaille aussi sur les aspects organisationnels. Puis là, je voudrais que tu présentes vraiment la section là, où qu'est-ce qu'on transmet quand on transmet une entreprise, puis pourquoi c'est important l'organisation. Si on se rapporte au modèle, on a vu que c'était 25 OK? 25 des efforts qu'on doit faire, parce que ce qu'on transfère en réalité dans un mandat de relève, on transfère la direction, effectivement, d'une entreprise, mais on transfère la culture d'une entreprise. La culture, c'est quoi? C'est la raison d'être, c'est la vision, c'est les valeurs, c'est les croyances d'affaires. Alors, pour la transférer, il faut au minimum l'avoir identifiée. Souvent, elle n'est même pas écrite, elle n'est pas identifiée correctement. Alors, il faut l'identifier, il faut la revisiter, hein, et aussi, il faut recréer parfois une nouvelle vision, il faut s'adapter, puis il faut faire adhérer les gens, les équipes autour de cette nouvelle culture d'entreprise-là. Mais un facteur qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'il faut regarder dans quelles conditions l'entreprise est. Moi, j'appelle ça, Suzanne, la souffrance au quotidien. OK? Parce que souvent, les gens pensent qu'ils ont des conflits, mais c'est parce que l'entreprise, je dirais qu'elle est plus structurée par rapport à sa taille. Bien, je vais faire l'analogie. Je trouve que les images, hein, au Québec, on aime ça, les images et les expressions. Et je dirais que c'est comme si tu as pris 50 kilos, mais tu as toujours la même chemise. Fait que ça se pourrait que, tu sais, les boutons, ça force un peu et que ce soit beaucoup moins élégant. C'est là-dessus souvent que les gens se prennent la tête. Les équipements désuets, des process qui ne sont pas écrits, des règles non écrites. Donc, il faut revisiter également dans quel état l'entreprise est. Et un point, moi, je trouve hyper important, OK? Est-ce qu'il y a de l'avenir dans l'industrie? Est-ce que c'est une industrie avec de l'avenir? Parce que je trouve que passer d'une génération à l'autre dans une industrie qui périclite, bien, je peux vous dire que c'est excessivement difficile, mais ce n'est pas gage de succès non plus. Ouais. Alors, c'est un aspect, je pense, 25 mais qui ne doit pas être évacué. C'est toujours important de savoir de se situer dans l'entreprise par rapport à son contexte en général et dans l'organisation. Quand on fait une démarche de relève, Nathalie, c'est important de constater que dans les volets organisationnels, on va créer une équipe autour de la deuxième génération. La première génération a fait son équipe. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on transfère à la deuxième. On ne veut pas de force. On ne veut pas d'une personne absolument incroyable qui est qu'un superwoman ou un superman. On veut quelqu'un qui a des forces et des faiblesses, mais on ne veut pas de faiblesse majeure. Donc, il faut comme la première personne s'est entourée de gens qui la complétaient, là, il faut faire une équipe autour de la deuxième génération. Il faut développer les talents, hein, et prendre conscience de ses faiblesses. On ne fera jamais une force avec une faiblesse. Maintenant, on a beau parler des aspects humains organisationnels, il reste qu'au Québec, hein, on est d'accord, probablement partout dans le monde, c'est la même chose, 90 des entreprises sont le fonds de pension, sont la retraite des gens, des chefs d'entreprise, d'où les aspects, hein, les aspects qui sont légaux et les aspects comptables, les aspects financiers sont très importants pour les parties. En fait, ce que tu viens, là, en partant de l'organisation est celle qui soutient toutes ces familles-là et fait vivre les familles. Mais là, tu viens de rentrer dans les aspects financiers qui sont transactionnels. C'est souvent, les gens vont travailler là-dessus en premier. Comment ça vaut? Comment ça va me coûter? Qu'est-ce que c'est qu'ils vont me payer? Je vais-tu récupérer mes billes? Cet aspect-là, si on n'a pas bien réglé ce qui se passe dans l'organisation, si l'entreprise ne survit pas, il n'y a personne qui va avoir de billes à la fin
de la transaction. Alors, ce qu'on veut faire, c'est que dans les aspects financiers, il faut s'attarder à comment on va s'y prendre et on profite de chaque minute où on doit travailler sur la valeur marchande à éduquer toutes les deux générations. Là, tu sais, c'est vraiment d'éduquer les deux générations. Tout à Fait que fait. ça, C'est c'est important. l'éducation économique. Oui, l'éducation économique. Puis le dernier petit bout qui était les aspects fiscaux et légaux, là, moi, je le vois là, parce que c'est une des spécialités de notre maison, là, tu sais, de notre entreprise familiale. C'est que les aspects légaux et fiscaux, c'est ce qui fait le smart work d'une transaction. Si on sait où on s'en va, si on sait d'où on part, si on sait comment est installée toute l'organisation, on va faire en sorte que ce qu'on veut faire humainement va se traduire en termes légaux de façon harmonieuse. Alors, et puis, une démarche comme ça, là, on l'a présenté sous forme de cercle, mais ça ne se fait pas, un, les aspects humains, deux, les aspects organisationnels, trois, les aspects financiers. On se promène d'un à l'autre. Ce qui fait que souvent de fois, quand on commence une démarche, on va regarder les aspects légaux juste pour s'orienter et on va y retoucher juste à la fin. Mais on va commencer avec les aspects humains. Et dans le guide, c'est ça que ça va vous permettre. Vous allez pouvoir aller voir dans le guide si on a quelques questionnaires pour les relèves. Est-ce que je suis intéressée? Est-ce que je suis intéressante? On va avoir des questionnaires pour les fondateurs. Ce qui fait que on ne fait pas ça en séquence, on fait ça d'une place à l'autre. On se promène dans la tarte. Et comme on dit souvent, hein, Suzanne, chaque entreprise est unique. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a une recette. Il n'y a pas une recette. Il y a juste des éléments qu'il faut prendre en considération selon la situation. Puis, on est là pour la pérennité d'une entreprise. Alors, si l'entreprise est à risque par son côté légal et fiscal, on est mieux de le savoir immédiatement. Oui, parce qu'il se pourrait que le transfert se fasse juste dans 2-3 ans. Là, hein? Alors, il faut ça s'appelle la gestion de risque. Oui. Là, Nathalie, oui, qu'on présente le nouveau modèle. Fait que là, je vais partager l'écran. On va juste revoir l'image de notre modèle qu'on vient de présenter. Puis, après ça, on va passer au modèle suivant. Alors, tu vois, ça, c'est notre tarte. Et on va y revenir régulièrement dans nos capsules parce que c'est un élément de base. Fait que là, on va éclater chacune de ces parties-là. Oui, c'est ça. Maintenant, je te laisse la parole. Vas-y. Oui, alors, on va faire la différence entre une entreprise et une entreprise familiale. Alors, on va regarder la dimension humaine, puis quand, comme on dirait au Québec, quand il y a des humains, il y a de l'humainerie. Hein? Alors, chacun a des intérêts. En anglais, on dirait « what's in it for me ». Alors, on prend une entreprise, il y a des employés et il y a des actionnaires. Et dans les actionnaires, comme vous pouvez voir, il y a des actionnaires qui sont actifs et passifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Un actionnaire passif, c'est quelqu'un qui a investi, qui veut un retour sur investissement, et puis un retour sur investissement qui veut des dividendes, finalement, puis qui participe aux décisions stratégiques. Un actionnaire qui est actif, lui, c'est quelqu'un qui travaille dans l'entreprise. Alors, quand on est seul dans son entreprise, Suzanne, on fait ce qu'on veut. Mais dès l'instant, on est plusieurs actionnaires, comme on le vit souvent dans nos mandats. Alors, on en a plusieurs et souvent, on est appelé parce qu'il y a des petits conflits. Donc, il y a une pression qui s'exerce. Tu nous avais un peu devancé, donc remets-nous la bombe qui s'explose. Je vous parle d'un cas, moi, que j'ai vécu. J'ai 4 associés et on a un des associés qui a changé de vie 3 fois. Hein. Maintenant, on n'est plus nécessairement avec la même femme toute sa vie, avec le même mari. Donc, cet associé-là a changé de vie 3 fois et dans ces changements de vie, il s'est à chaque fois auto-construit une nouvelle maison. Ce qui fait qu'après la 3e fois, les 3 autres actionnaires, ils étaient un petit peu irrités de la situation. Ça fait qu'avant que ça aille trop loin, on a fait une rencontre, on en a discuté. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on est plusieurs actionnaires? Il faut absolument mettre des principes. Il faut mettre des principes, de la clarté, si possible. Il faut que ce soit écrit. Il faut communiquer. Il faut de la communication. Alors, à la fin de la discussion, il a été simplement convenu qu'à travers les années, à travers l'association, les gens auraient le droit de s'autoconstruire une fois tous les 10 ans. Alors, automatiquement, ça a mis les choses claires, ça a clarifié les attentes et ça a diminué la tension. Maintenant, si on ajoute, vous voyez, il y a 3 sous-systèmes dans une entreprise qui n'est pas familiale. Et dès l'instant où on met une dynamique, on met des membres de la famille, donc on met la dynamique familiale, on voit qu'on vient de créer
7 sous-systèmes. Donc, on a plus d'intérêt pour chacun de ces sous-systèmes-là, ce qui rend la dynamique parfois beaucoup plus complexe. Alors, Suzanne, je trouve que tu as tellement un beau cas à nous parler parce que toi, tu as vécu ça, des actionnaires, un vrai mandat, là, actif et passif, où ça a créé un conflit. En fait, je vais te mettre en contexte. C'est des entreprises qui ont été fondées par une génération qui ne sont pas les baby boomers. Et dans ce temps-là, le patrimoine de la famille, c'était l'entreprise. Et les parents décidaient de transférer des actions, ils faisaient un gel, puis ils transféraient des actions à tous les membres de l'entreprise, à tous les membres de la famille, ceux qui étaient actifs et pas actifs. Et là, on a observé à un moment donné dans une de ces entreprises-là où il y avait des gens qui étaient passifs et qui attendaient des dividendes de l'entreprise familiale pour vivre. Et une année ou deux, l'entreprise a été obligée d'empêcher de donner des augmentations salariales aux employés pour pouvoir verser les dividendes aux membres de la famille, ce qui a frustré les membres actifs dans l'organisation. Alors, ce qui fait que quand on s'est présenté, on a géré un principe, on a décidé que seulement les membres actifs devraient être actionnaires et ces membres actifs-là ont acheté les autres qui étaient passifs et ce qui fait que là, on a fait une création d'une division entre le patrimoine familial et l'entreprise familiale. L'entreprise a continué à prospérer, il a fallu gérer quelques tensions, mais les gens qui étaient passifs, actionnaires passifs, sont devenus responsables de gérer leur propre patrimoine, ce qui fait que dans l'entreprise, on a pu redonner à l'entreprise toutes les données qu'il fallait pour qu'ils puissent continuer à prendre de l'expansion. Mais c'est pas dans toutes les entreprises que c'est ça, c'est plutôt exceptionnel. Et c'est dans une génération où on voyait souvent le transfert du patrimoine dans l'entreprise. L'entreprise était au service de la famille plutôt que la famille au service de l'entreprise. Fait que là, si tu avances la présentation juste pour montrer l'impact que ça peut avoir, une famille qui rentre dans une tension, ce qu'on voit à travers nos mandats, Suzanne, c'est souvent, quand on présente le mandat, on fait prendre conscience aux familles des risques, justement, d'avoir des actionnaires d'un membre de famille actif et passif. Qu'est-ce que ça peut créer sur l'entreprise? On le voit au niveau de l'entreprise, c'est sûr que si on garde, exemple, les meilleurs postes pour des membres de la famille, il n'y a plus c'est-à-dire de gestion de carrière vraiment pour des membres externes à la famille, oui, entre autres. Alors, on fait des prises de conscience avec ce genre de modèle-là qui aide vraiment les familles en affaires à prendre de meilleures décisions. En fait, ce qui arrive, c'est quand on accompagne des organisations comme ça, on leur donne la chance de pouvoir s'exprimer, puis d'aborder les choses avec calme et harmonie. Alors que sans ça, ça peut causer des dissensions. Et les propriétaires, parents qui ont fait ce genre de situation-là sont soulagés quand on arrive avec une solution harmonieuse où les gens se revoient quand même à Noël, là, puis qu'il n'y a pas de trop de chicane dans la famille suite à ça. Écoute, je trouve que c'est un beau modèle qui est parlant. Puis quand les gens le vivent, là, ils font vraiment le lien entre la théorie et la pratique. Tu comprends? J'aimerais ça te donner un exemple. La semaine dernière, j'étais au téléphone avec une jeune. Vous savez, on est dans une situation de COVID actuellement. Alors, elle me disait comment elle avait pris conscience, une jeune de 35 ans, comment elle avait pris conscience durant la COVID, comment c'était fort une famille en affaires. Comment ils étaient là les uns pour les autres. Comment elle s'était sentie appuyée quand elle avait moins d'énergie. Et puis, qu'il y en a d'autres qui ont pris le relais. Alors, oui, une entreprise familiale, ça peut être parfois conflictuel, mais parfois, ça peut être beaucoup plus fort, une entreprise familiale, une entreprise en affaires. C'est passer de l'entreprise familiale ou une famille en affaires. C'est des concepts qui sont tout à fait différents. Mm-hmm. Alors, ça termine notre première capsule, Suzanne. Oui. On inviterait vraiment les gens à se procurer le guide pour suivre nos capsules, justement, et puis qu'ils puissent approfondir les sujets en même temps qu'ils sont accompagnés. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, comme tu l'as mentionné, Suzanne, ce serait vraiment intéressant que les gens nous envoient des idées et des cas vécus. Ça nous permettrait d'en discuter justement lors de prochaines vidéos. Ça mettrait un peu de dynamisme.
Et puis moi, je crois beaucoup, Suzanne, à redonner au suivant. Alors, s'il y a des téléspectateurs qui ont des gens qui connaissent dans des situations de questionnement d'entreprise familiale ou non, ben, faites suivre la vidéo. Puis aussi, abonnez-vous. Alors, je te souhaite un beau week-end, chère Suzanne, et puis à la Merci. prochaine. À la prochaine.